Chers amis, c'est avec grand plaisir que je viens pour cette année consécutive intervenir dans cette belle communauté. Je remercie Irina, merci Mouchtayoul, toute l'équipe qui les entoure pendant toute l'année pour maintenir cette communauté vivante. Et la semaine de la culture juive fait partie de cette vie qu'elle vous offre. Also bedankt sich, dass zum wiederholten Male dieses Jahr eingeladen ist hier und besonders bei Irina Katz und Moshe Hayun, und er freut sich, dass diese Gemeinde immer lebendig antrifft, und er sagt, die Woche der jüdischen Kultur ist auch ein wichtiges Element dafür, um diese Gemeinde am Leben zu halten. Durant ce Shabbat, on a eu l'occasion déjà d'intervenir hier soir à la synagogue et pendant le repas, de même ce midi à la synagogue et pendant le repas. Et maintenant, nous allons aborder un troisième thème qui n'a rien à voir avec la paracha de la semaine, mais que Irina a choisi, je ne sais pas pour quelle raison, mais auquel il faut se confronter parce que la vie sociétale évolue et nous sommes tenus de faire entendre la voix juive sur tous les sujets de la société et au-delà. Nachdem hier heute schon am Schabbat vieles sagen durfte, ist heute Abend ein ganz anderes Thema dran, ein neues Thema, was nichts mehr mit der Parashat Noach zu tun hat, ein Thema, was Irina gewählt hat, ein Thema, von dem er nicht weiß, warum sie es gewählt hat, aber er sieht, dass es ein Thema ist, was die Gesellschaft und die Menschen beschäftigt und bewegt, und deswegen wird er versuchen, darauf Antworten zu geben. Nous étions confrontés déjà, il y a quelques années, à la définition de ce qu'est un humain. Qu'est-ce qui constitue l'identité humaine? Et je vous propose, pour vous résumer la question de l'identité humaine en une phrase, en une interrogation. Que pensez-vous d'un enfant qui serait né d'un donneur anonyme de sperme et d'une donneuse anonyme d'ovocytes et d'une mère porteuse? L'enfant serait né donc de deux cellules germinales, mâle et femelle, et d'une femme qui n'est là que pour porter l'enfant. Cet enfant, est-il humain ou n'est-il pas humain? Est-il un être biologique seulement, ou bien est-il humain de par la vie qu'il va avoir, même s'il n'a pas d'ancrage, ni historique, ni culturel, ni linguistique, ni religieux, ni moral, dans des parents qui n'existent pas, sinon uniquement par les cellules qu'ils ont données. D'ailleurs, ils ignorent tout de cet enfant, puisqu'il n'était que des donneurs de cellules ou prêteuses d'utérus. Vor einigen Jahren stellte sich schon die Frage nach der Definition der menschlichen Identität. Und er möchte diese Frage beantworten mit einer Gegenfrage. Was denken Sie? Wie denken Sie über ein Kind, welches, als Beispiel jetzt, von einem anonymen Samenspender und einer anonymen Spenderin einer Eizelle, dann von einer nochmal anderen Leihmutter ausgetragen wurde? Sehen wir ein solches Kind nur als rein biologisches Wesen, oder wie definiert sich sein Leben, seine Identität? Und es hat er keine, dadurch, dass es seine Eltern nicht kennt, seine biologischen Eltern, und auch seine biologischen Eltern es selbst nicht kennen, hat es keine kulturelle, religiöse oder sprachliche Identität. Es ist einfach plötzlich da und hat keine Wurzeln. Nous sommes tous d'accord que tout être humain a besoin de référence, d'ancrage, d'une histoire qui le précède, qui va lui servir de repère pour son existence future. Sans ces repères, il ne peut pas avancer. Et l'expérience nous montre que les enfants nés sous X, c'est-à-dire dont la mère est anonyme parce qu'elle n'a pas voulu révéler son identité, que ces enfants, lorsqu'ils grandissent, ils sont à la recherche de leur identité en allant en Asie, en Australie, en Amérique, pour savoir, ne serait-ce qu'à quelle ethnie appartenait leur mère, quelle religion elle avait,
Quelle tête elle avait, même si elle est morte, même si elle n'existe plus, ses enfants veulent s'ancrer dans une histoire. C'est donc la nécessité pour nous, hommes, d'être ancrés dans une histoire parce que nous ne naissons pas de rien. Il y a quelque chose auquel nous voulons nous rattacher. Jeder Mensch braucht Wurzeln oder Anhaltspunkte, an denen seine Identität festmachen kann. Führt an das Beispiel der Kinder. In Frankreich sagt man Né-sous-X, das heißt Kinder, die nach der Geburt weggegeben wurden, also wo die Mutter anonym oder unbekannt ist. Und sagt, diese Kinder suchen oftmals ihr ganzes Leben lang nach irgendwelchen Anhaltspunkten für ihre Identität. Sie reisen quer durch die Welt, nach Australien, nach Asien, nur um irgendwo ein bisschen was zu finden. Vielleicht, wie hat die Mutter ausgesehen, auch wenn sie nicht mehr lebt. Ja? Was für ein Mensch. Er schließt daraus, jeder Mensch braucht eine Geschichte, sucht eine Geschichte und kann ohne eine Geschichte eigentlich nicht existieren. Pour illustrer cela, et je m'arrêterai sur cette question de l'identité humaine, je prendrai comme exemple quelqu'un qui est en bateau et qui veut atteindre un point d'arrivée. Mais il faut qu'il sache de quel point de départ il est. Si on n'a pas de repère, s'il n'a pas de notion de l'Est, Ouest, Nord, Sud, il ne peut pas se diriger vers sa destination. Par contre, s'il a des repères, Est, Ouest, Nord, Sud, et qu'il sait que son point de destination est au nord, par exemple, alors là, il peut aller dans une direction. La même chose que quelqu'un qui est dans une forêt perdue. Il ne sait pas où est le nord, le sud, etc. Pour aller son point de destination, il faut qu'il sache dans quelle direction aller, mais il n'a aucune idée. Mais si par contre, il a la notion de nord, sud, est, ouest, et qu'il sait que sa destination est au nord, il peut au moins se diriger vers cet endroit. Et c'est là la différence qui existe entre la perplexité et l'égarement. Vous savez que Maïmonide a écrit un livre qui s'appelle Moré Nebuchim. On a eu du mal à le traduire en français ou en allemand, savoir s'il faut le traduire par le guide des perplexes ou le guide des égarés. Quelqu'un d'égaré, c'est quelqu'un qui ne sait pas où aller, mais il a des repères. Quelqu'un de perplexe, c'est quelqu'un qui ne sait pas où aller parce qu'il n'a aucun repère. Les hommes, tous les humains ont besoin de repères historiques, culturels, ethniques, religieux pour savoir d'où ils partent et où ils veulent aller. Führt, die Beantwortung dieser Frage abzuschließen, das Beispiel an von jemandem, der im Schiff unterwegs ist oder auch jemand, der sich im Wald verloren hat. Wenn man nicht weiß, wo man steht, wo sein Ausgangspunkt ist, weiß man nicht, in welche Richtung man gehen muss, um zu seinem Ziel zu kommen. Weil man weiß nicht, wo ist Norden, Süden, Osten, Westen. Und er sagt eben, das ist der Unterschied zwischen dem, was man Perplexität oder Verlorenheit nennt. Ein Mensch, der verloren ist, der weiß vielleicht nicht wohin, aber er weiß wenigstens, wo er im Moment steht. Ein perplexer Mensch weiß nicht mal, wo er gerade steht und kann deswegen auch nicht wissen, wo er hin muss. Deswegen ist es ganz wichtig, sagt er, dass jeder Mensch seine Anhaltspunkte, seine Referenzpunkte hat, historisch, kulturell, menschlich und so weiter. Cette interrogation que j'ai soulevée par rapport à l'identité humaine, elle existe aussi par rapport à la question du genre. Savoir que nous sommes hommes ou femmes est important dès notre naissance. Et il y a des situations d'ambiguïté sexuelle où cette différenciation ne peut s'affirmer qu'un peu plus tard. Et quelquefois, même plus tard, elle est difficile encore à distinguer. Mais c'est important que nous réfléchissions sur ce qui amène certains humains qui appartiennent à un genre au départ, savoir comment les orienter, comment réfléchir à eux pour prendre la bonne décision d'être dans le sexe d'origine ou d'aboutir à un autre sexe. Et savoir si ce changement va véritablement apporter une solution à leurs interrogations ou s'il ne va pas aggraver cette situation.
Also genau wie die Frage, die ich jetzt stellte, über die Identität allgemein, wie wir vorher gehört haben, stellt sich natürlich auch die Frage nach oder kann sich die Frage auch nach der geschlechtlichen Identität stellen. Manchmal ist es ja so, dass nicht gleich nach der Geburt das zweifelsfrei festgestellt werden kann. Es gibt Fälle, wo man das erst manchmal später oder viel später entscheiden kann und man muss sich fragen, wie man damit umgeht. Und warum und wie man das dann behandelt, eventuell, weil die Frage ist auch immer, was bringt eine Modifikation oder eine Klarstellung in die richtige Richtung oder in die nicht richtige Richtung? Ist es eine Hilfe oder ist es eher etwas, was die Sache noch komplizierter macht? La question qui se pose d'emblée également, c'est de savoir si le transgenre, c'est-à-dire le passage du masculin au féminin ou l'inverse, c'est la même chose que la transidentité sexuelle. Parce que changer de sexe, est-ce que ça change notre genre ou bien le sexe est un des critères du genre, mais n'est pas la détermination de ce qu'on appelle le genre de manière générale. Die Zusatzfrage oder die wichtige Frage, die sich damit verbindet, ist eben die Frage des Transgender in dem Sinne, als dass ein Wechsel der Identität insgesamt von weiblich nach männlich oder männlich nach weiblich, ist das gleichbedeutend mit dem Wechsel der sexuellen Identität oder ist die sexuelle Identität vielleicht nur ein Teil der biologischen oder der gesamten geschlechtlichen Identität des Menschen? Et pour clarifier la question avant d'entamer la position du judaïsme par rapport à ça, nous devons d'abord savoir certaines choses qui sont l'identité du genre génétique. Toutes nos cellules, lorsque nous sommes hommes, sont XY, et toutes nos cellules, lorsque nous sommes femmes, sont XX. Autrement dit, il y a déjà une identité génétique. Puis, il y a une identité sexuelle dans l'anatomie. L'homme a un phallus et des testicules, et la femme a une vulve et des ovaires, avec, bien sûr, la possibilité de porter un enfant. Ça, c'est l'anatomie et la fonction procréatrice de l'homme. Donc, il y a l'identité génétique liée au genre, XX ou XY, il y a l'identité anatomique qui est liée avec la fonction reproductrice, et puis il y a les signes sexuels secondaires, qu'on va appeler pour les femmes, par exemple, l'apparition de seins, qui vont servir aussi à nourrir le futur enfant, ou chez l'homme, la pilosité, la barbe, par exemple, ou les poils sur le corps. Ce sont des signes sexuels secondaires. Et puis, à côté de ça, il y a aussi le phénomène hormonal qui va faire qu'un homme va fonctionner, on va dire, de manière plus virile, et qu'une femme va fonctionner de manière à protéger son enfant et avoir un cycle menstruel qui lui donne des repères dans le temps elle-même. Donc vous voyez qu'il y a une dimension génétique, une dimension anatomique, une dimension physiologique et une dimension hormonale. Et tout ceci va définir ce qu'on appelle l'identité du genre. Donc vous voyez que l'anatomie sexuelle n'est pas le tout pour définir le genre. Also möchte zuerst klarstellen, ganz allgemein, bevor auf die jüdische Position zu dem Thema eingeht, dass man Geschlechtsidentität auf verschiedenen Ebenen betrachten kann. Zuerst mal sagt er, gibt es die genetische Identität, weil im Grunde bei jedem Menschen, jede einzelne Zelle hat entweder den Chromosomensatz XY oder XX und damit ist eigentlich die genetische Identität festgelegt. Dann gibt es die biologischen Geschlechtsmerkmale, sprich die Organe, die zur Fortpflanzung dienen oder dafür angelegt sind und später der Fortpflanzung dienen. Dann gibt es die sekundären Geschlechtsmerkmale, zum Beispiel eine Mutter, die eine Brust hat, um ein Kind zu stillen, oder ein Mann, der eben durch sein Äußeres eben ja
durch Muskulation und Behaarung und so weiter mehr so zum klassischen virilen Typ neigt. Dann gibt es noch die hormonelle Funktion, die dann eben die Abläufe im Körper normalerweise entsprechend der Anatomie oder sekundären Geschlechtsmerkmale steuert und dem Ganzen einen biologischen Lebensrhythmus einhaucht. Après cette introduction, on peut aborder la notion du genre dans la tradition juive sans parti pris et sans jugement. Parce que la fonction d'un intellectuel, d'un étudiant de Torah, c'est celui qui sait réfléchir en toute liberté, sans porter de jugement. Donc je vous demande d'accueillir ce que je vais dire sans parti pris, sans dire d'emblée je suis pour ou je suis contre. Mais je dois donner à réfléchir, parce que c'est un sujet qui fait partie des questions éternelles. Qu'est-ce que nous sommes en tant qu'humains? Qu'est-ce que nous sommes en tant qu'hommes et que femmes? Et non pas des postures. Nach dieser Einleitung ist es ganz wichtig zu erwähnen, dass das Folgende, was jetzt kommt, eigentlich ohne, dass man Partei bezieht oder Stellung nimmt oder sich ein vorstellendes Urteil bildet, einfach erstmal aufnimmt. Wenn man die Tora studiert, muss man erstmal offen für alles sein. Man muss in jede Richtung sich erlauben, nachzudenken und muss dann die Antworten entsprechend für sich finden und einordnen. Und damit sind wir eigentlich bei der anfänglichen Frage wieder, was gibt uns die Tora für eine Antwort auf die Frage, was sind wir, wer sind wir? Lorsque la Torah fait le récit du premier couple qui va donner naissance à l'humanité, elle est présente comme Zachar et Nekeva, comme masculin et féminin. Et il y a deux versions dans la Torah. Elle dit d'emblée qu'ils sont nés hommes et femmes, c'est-à-dire que l'homme et la femme ont été comme deux jumeaux siamois qui se donnaient le dos, et Dieu les a séparés pour les mettre face l'un à l'autre, mais ils existaient d'emblée comme hommes et femmes. Et il y a dans la Torah elle-même une deuxième version qui dit que Dieu a créé l'homme, Adam, et Adam n'a pas trouvé quelqu'un avec qui parler, avec lequel vivre, alors que les animaux étaient nés mâles et femelles, mais l'homme était né Adam. Et alors Dieu a pris une partie de lui-même qu'il a construit en une femme et lui a dit, voilà ton partenaire de vie. Am Anfang in der Tora finden wir gleich, wenn wir nach Definitionen suchen für männlich-weiblich, finden wir gleich zwei Versionen der Schöpfung. Einmal wird erwähnt, Gott schuf sie als Mann und Frau. Das könnte man so interpretieren, wie man hat also symbolisch siamesische Zwillinge, die aber schon grundsätzlich einer männlich, einer weiblich waren und die dann getrennt wurden, um zwei selbstständige Lebewesen zu sein. Und die andere Geschichte, die die Tora uns erzählt, ist die Geschichte von Adam, der geschaffen wurde, nachdem alle Tiere bereits geschaffen waren, mit getrennten Identitäten, denn die Tiere waren geschaffen als Männchen und als Weibchen. Und nur bei Adam war es dann anders. Er war alleine da, und Gott wollte ihm eine Partnerin zur Seite geben, und dann nahm er einen Teil von ihm und schuf daraus eben seine Partnerin. Das sind zwei verschiedene Betrachtungsweisen, die die Tora uns anbietet. Quelles que soient les implications de ces deux lectures, le fait est là, c'est que le premier couple humain, c'est homme et femme, comme si l'humanité ne pouvait s'entendre que dans cette complémentarité du mâle et de la femelle en tant que genre, pas simplement en tant qu'être sexué, mais en tant que manière d'appréhender le monde. Contrairement à la culture grecque qui envisage le premier couple humain sous trois formes, deux hommes ou deux femmes, ou bien un homme et une femme. La tradition juive est claire, deux hommes ne peuvent pas constituer l'origine du monde, deux femmes non plus, il faut qu'il y ait un homme et une femme.
pas seulement par rapport à la procréation d'une descendance, mais aussi pour définir ce qu'est l'humanité. Ce sont ces deux genres qui, en se complétant, définissent ce qu'on appelle l'espèce humaine. Egal welcher der beiden vorgenannten Betrachtungsweisen man jetzt anhängt, sieht man, dass es auf jeden Fall immer damit angefangen hat, oder die Menschheit sich begründet auf einer Ergänzung von einem männlichen und einem weiblichen Wesen. In der griechischen Weltsicht der damaligen Zeit gab es ganz andere Varianten. Da gab es nicht nur die Variante männlich-weiblich, da gab es auch die Variante männlich-männlich oder weiblich-weiblich. Aber im Judentum nicht nur, wegen der Fortpflanzungsaspekten sieht man eigentlich immer wieder, auch in der Philosophie, dass es die zwei verschiedenen Geschlechter sind, auf denen oder über die sich eigentlich die Menschheit als solche definiert. La Torah précise les choses lorsqu'elle parle de la descendance de Adam et Chava. Elle dit, je le dis la phrase en hébreu puis en français, Al ken ya'azov ish et aviv et imo vedavak beishto. Un homme, à un certain moment, doit quitter son père et sa mère et se lier, s'attacher à sa femme. Que signifie ce verset? Ça signifie que son père et sa mère sont ses repères d'origine. Pas deux hommes ni deux femmes. Son père et sa mère, deux genres différents qui, l'homme a besoin de cette bipolarité pour exister en tant qu'humain. Déjà à l'origine. Et lui-même, lorsqu'il est homme ou femme, il doit chercher l'autre polarité, l'autre genre pour se construire. Vedavad, Beishto, pour avoir une intimité, l'homme avec une femme, pas avec un autre homme, ou bien quand c'est une femme, pas avec une autre femme. L'intimité, la vie intérieure, la vie du foyer. Le foyer, c'est là où le feu brûle, c'est là où on construit quelque chose. C'est dans la complémentarité de ce genre, homme et femme, même si l'homme lui-même est venu d'un homme et d'une femme, donc il a en lui ces deux dimensions, mais il doit encore incarner l'autre genre dans sa vie pour se compléter. Die Torah präzisiert auch ganz deutlich, ein Mann muss seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Man betrachtet also Vater und Mutter, also einmal das männliche und das weibliche Geschlecht, als Ausgangspunkte, ohne die es gar nicht geht. Diese Bipolarität setzt die Torah als zwingend notwendig voraus, um die Identität eines Menschen festzulegen. Und dann soll er sich eben mit seiner Frau verbinden. Die Intimität entsteht aus dem Gegensatz der Geschlechter. Et bien entendu, au-delà de ce couple, la possibilité de donner une descendance, c'est aussi à travers cette bipolarité du genre. Et la première mitzvah, le premier précepte qui va être donné à l'humanité, c'est la procréation. C'est-à-dire, l'homme et la femme vont donner naissance à un autre être humain qui va devenir indépendant d'eux et qui va apporter sa plus-value à l'existence humaine. Parce qu'il va voir les défauts chez son père et chez sa mère, il va vouloir faire mieux. Quelquefois, il fait moins bien, parce que en réagissant comme père vis-à-vis de sa mère, alors en voulant faire le mieux, on fait le moins bien. Mais il va réfléchir à partir de ses repères et il va créer une dimension nouvelle dans le monde. Unter dem Aspekt der Fortpflanzungsfähigkeit sehen wir auch, dass die Torah als erstes Gebot den Menschen eigentlich aufgibt, Nachwuchs zu produzieren. Und diese Produktion von Nachwuchs, diese Generationenfolge, ist wichtig für die Entwicklung der Menschheit, weil jede nachfolgende Generation möchte es besser machen als die Eltern. Man nimmt also die Eltern als Bezugspunkt und versucht darauf etwas Neues zu konstruieren. Die Absicht ist es besser zu machen,
Er sagt, es klappt nicht immer, das wissen wir selbst, wir alle selbst erlebt, ja. Aber letztendlich geht es darum, dass man eben, dass man einen Bezugspunkt hat, von dem man ausgehen kann und von dem man aus versucht, nach seinem besten Wissen und Gewissen die Welt ein bisschen besser zu machen. Lorsque la Torah envisage la notion de procréer un enfant, elle utilise une image fruitière. Fructifiez-vous et multipliez-vous. On était habitué avec Jean de La Fontaine de faire parler les animaux pour vouloir parler des travers de l'homme. Autrement dit, les animaux, on va les humaniser comme si c'était des hommes parce qu'on veut parler des hommes. Ici, la Torah, elle végétabilise l'homme, alors que les hommes sont des humains, que les végétaux, ça vient après le règne animal et c'est là le règne végétal. Eh bien, la Torah emploie une illustration, une métaphore fruitière. Fructifiez-vous et multipliez. Pourquoi utiliser la notion de fruit pour parler de la reproduction humaine? Die Tora gibt uns auf, seid fruchtbar und mehret euch. Und damit nimmt sie ein Bild, mit Fruchtbarsein, aus der Pflanzenwelt. Wir sind eigentlich gewohnt, auch zum Beispiel durch die Fabeln von dem französischen Autor La Fontaine, dass die Tiere vermenschlicht werden und dass die Tiere sprechen können. Hier haben wir das Phänomen genau andersrum. Hier wird der Mensch plötzlich wieder runtergebrochen auf eine Frucht, auf eine Pflanze. Ja? Und die Frage ist, warum ist das so? Et la réponse, c'est que, qu'est-ce que le fruit? Le fruit est le produit de 9 mois de maturation. À l'automne, la pluie va tomber dans la terre, dans l'humus, elle va le faire germer. Les minéraux de la terre vont monter dans la sève de l'arbre et au printemps, ça va donner des feuilles, des branches et encore, ça va donner des fleurs et puis des fleurs, on va arriver à des bourgeons et des bourgeons, on va arriver à des fruits et dans le fruit, il y aura la coquille ou la peau, et à l'intérieur encore des graines. Et c'est seulement à l'intérieur où on va trouver le sucre du fruit, c'est-à-dire le meilleur de ce que la nature, le soleil, la pluie, le vent ont permis, à partir des minéraux, se concentrer dans le fruit. C'est ça, avoir un enfant. C'est lui donner le meilleur de nous-mêmes. Et bien entendu, de ce meilleur, il doit faire aussi, lui, que sa vie soit meilleure que celle de ses parents. Meilleure dans tous les sens. Die Antwort auf die vorangegangene Frage ist, muss man sich angucken, was ist eigentlich eine Frucht? Eine Frucht ist das Produkt eines 9-monatigen Reifeprozesses. Irgendwann fällt ein Samen auf den Boden, verbindet sich mit den Mineralien der Erde, es kommt Regen dazu, es wächst eine Pflanze, sie bildet Blätter, sie bildet Blüten, Knospen, schließlich endlich eine Frucht und die Frucht hat Kerne, Keimzellen und dann ist der Prozess abgeschlossen und der Kreislauf kann von vorne losgehen. Im Kern der Frucht finden wir das Beste, was die Natur in diesem 9-monatigen Wachstums- und Reifeprozess hervorgebracht hat. Und das ist das im Grunde, was Menschen, wenn sie Nachwuchs haben oder produzieren und dann haben, auch beabsichtigen, ihren Kindern, diesem 9-monatigen Reifeprozess, dann das Beste, was sie tun können oder geben können, ihrem Kind mitzugeben. Et ce meilleur, l'homme ne peut le réaliser qu'à travers la différence avec son épouse. Une autre manière de penser, une autre sensibilité au monde, un corps différent, la différence de son éducation qui est liée chacun à ses parents. Toute cette différence, l'homme va l'intégrer au moment où il va se marier, où il va découvrir l'autre genre, et c'est cette différence qui va faire grandir et le couple et l'enfant qui va assister à cette construction du couple pendant que lui est enfant. Lui sera le produit de cette construction et il devra s'inspirer de cette construction pour construire lui-même son couple. Soit pour se démarquer de ce qu'il a vu chez ses parents, soit au contraire
pour développer davantage ce qu'il a vu chez ses parents. Et quelquefois, c'est l'un et l'autre en même temps. Also, wenn wir gesagt, die Eltern, also symbolisch aus der Frucht, die Eltern versuchen ihrem Kind das Beste zu geben, und das können sie eigentlich nur aus dem Unterschied zwischen dem männlichen und dem weiblichen Teil. Genauso wird das Kind, dann wenn es in der Familie aufwächst, durch die verschiedenen Charaktere, menschlichen Fähigkeiten und Eigenschaften, denen es ausgesetzt ist, während es miterlebt, wie die Beziehung der Eltern sich weiter aufbaut, weiterentwickelt, wird es für sich selbst lernen, wie man dann später auch selbst Beziehungen aufbaut und weiterentwickelt. Und wenn dann das Kind irgendwann selbst ins fortpflanzungsfähige Alter kommt, wird es dann eben sich auch wieder verbinden mit all diesen Erfahrungen, die es absorbiert hat, mit allen Schlussfolgerungen, die es rausgezogen hat, und wird dann in der Absicht, entweder es genau nicht so zu machen, wie es zu Hause gesehen hat, oder es vielleicht gerade so zu machen, oder Teil so, wird es dann wieder diesen Zyklus von Neuem anstoßen, um dann eine neue Partnerschaft und neue Kinder, eine neue Generation in die Welt zu setzen. Et tout ce que je viens de dire doit nous faire réfléchir sur la complexité de la décision d'un changement de sexe chez un enfant. Déjà, il faut qu'il se construise en tant que personne indépendante de ses parents, qu'il prenne un peu la distance. Et puis, à cet âge de la puberté, de l'adolescence, on va lui faciliter ce passage d'un sexe à l'autre. Ce qui va constituer une révolution dans sa vie, parce qu'il ne s'agit pas simplement de sexe, il s'agit de sa construction psychique, mentale, morale. Il va mettre des habits nouveaux qui vont être pour lui ou très étroits, ou trop larges, ou qui ne correspondent pas du tout à ce qu'il est. Et tout ça pendant une période de sa vie qui est déjà très difficile à vivre, même pour tous les adolescents en général qui n'ont pas ce problème. C'est dire que c'est une décision très complexe. Et les médecins, les psychologues, la famille, tous ceux qui interagissent avec cette décision, c'est une lourde responsabilité qu'ils prennent dans ce changement de sexe. Alles, was gesagt wurde bis jetzt, zeigt eigentlich nur auf, wertfrei, die Vielfalt und die Komplexität der ganzen Themen und Aspekte, die berücksichtigt werden müssen, wenn sich bei einem Kind in der Pubertät die Frage nach einem möglichen Geschlechtswechsel stellt. Die Pubertät als solche ist ja schon für einen Menschen nicht einfach. Und dann käme im Falle eines angestrebten Geschlechtswechsels wirklich noch eine ganze dicke Schicht von zusätzlichen Fragestellungen und Problemen dazu. Und es ist im Grunde für Mediziner, Psychologen und auch für die Familie eine ganz große Verantwortung, mit dieser Komplexität umzugehen und sich da eben entsprechend kompetent zu verhalten. Alors, la question que vous pouvez me poser d'emblée à ce moment, c'est qu'est-ce que vous allez dire maintenant sur ce changement de sexe? Qu'est-ce que le judaïsme peut dire? Alors de toute façon, à l'époque du judaïsme, c'est-à-dire dans l'Antiquité, et même jusqu'au Moyen-Âge, et même jusqu'en 1949, date où il y a eu le premier changement de sexe dans l'histoire, cette question ne se posait pas. Qu'est-ce que le Talmud, qu'est-ce que la Torah qui remonte de l'Antiquité peut dire sur une question qui est toute nouvelle, qui se pose aujourd'hui? Die Frage, die man jetzt natürlich stellen könnte, was für Antworten gibt uns das Judentum auf die vorangestellten ganzen Fragen und Problematiken? Dazu muss man sehen, dass eigentlich in der Antike, auch im Mittelalter und noch bis 1940, das war das Jahr, wo die erste biologische Geschlechtsumwandlung operative stattgefunden hat, das stellte sich nicht. Ja? Wir haben Quellen, wir haben die Tora, wir haben den Talmud, aber die waren eigentlich mit dieser Frage nie konfrontiert.
Jetzt müssen wir sehen, wie wir dennoch daraus jetzt auf eine sehr moderne Problemstellung aus unseren alten Schriften eine adäquate Antwort ziehen können. Alors, à cette question, il y a deux éléments de réponse. Le premier, je l'ai déjà donné. J'ai dit que dès le départ, dès lors que l'humain vient au monde, déjà le genre est intimement lié à l'identité humaine. Autrement dit, dès lors que nous sommes des humains, l'appartenance à un genre s'impose à nous, sans qu'on en soit prisonnier évidemment. Mais ce repère du genre est lié à notre existence en tant qu'homme. Donc, s'il y a lieu de le changer, c'est une révolution dans notre manière d'être homme qui va s'opérer. Ça, c'est le premier élément. Die Antwort auf die Problematik hat zwei Teile. Das ist eine zweiteilige Sache. Den ersten Teil haben wir gesehen, da ist die geschlechtliche, also was aus der Tora bisher hergeleitet wurde, ist, dass die geschlechtliche Identität eigentlich direkt mit der menschlichen Existenz verbunden ist. Das heißt, durch sein in die Welt kommen hat der Mensch seine Identität und damit auch seine geschlechtliche Identität. Und wenn man jetzt sagen würde, wir wollen das später ändern, dann ist das eine große Revolution in unserer Betrachtungsweise. Also es stellt unsere ganze Betrachtungsweise der menschlichen Identität, der menschlichen Existenz in Frage. Et le deuxième élément, c'est que la réflexion du judaïsme sur cette question a été posée par rapport à l'androgyne, ce qu'on appelle en hébreu androgynos, mais qui vient du mot androgyne, qui lui-même est un mot qui vient du grec. Andro, c'est côté homme, et gyne, côté féminin. Il y a des êtres qui naissent au monde avec cette ambiguïté sexuelle, où ils ont en même temps les organes génitaux mâles et femelles. Et donc le Talmud, dans la Mishnah, déjà, a eu à s'exprimer sur ce type de personnes qui ont cette ambiguïté. Et on va lui donner un statut. Et c'est là où entre la question de l'identité sexuelle. Alors bien sûr, cet être androgyne, il peut être fécond ou il peut être non fécond. Mais peu importe qu'il soit l'un ou l'autre, il faut bien lui donner une identité pour savoir si à la synagogue on va le mettre du côté des hommes ou du côté des femmes. Si lui, il faut lui faire un brit mila ou s'il ne faut pas lui faire un brit mila. Avec qui il doit se marier? Est-ce qu'il doit se marier avec un homme ou bien il se marie avec une femme? Quel est le côté dominant dans tout cela? Der zweite Teil dieser zweiteiligen Antwort ist, wir haben ja, es gibt eben Menschen, die auf die Welt kommen als, also im Französischen heißt das Androgyne, im Deutschen sagt man Hermaphroditen, Menschen, die gleichzeitig männlich und weiblich sind. Ja? Das ist ein Phänomen, was es schon sehr lange gibt und da musste der Talmud auch eine Antwort drauf finden, weil der war damit konfrontiert und da haben sich Diskussionen gegeben über ganz verschiedene Themen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Wesen habe, was gleichzeitig Mann und gleichzeitig Frau ist, wo sitzt denn das in der Synagoge? Bei den Männern oder bei den Frauen? Ja? Dann muss ich ihm eine Beschneidung machen oder muss ich ihm keine Beschneidung machen? Dann irgendwann soll, um das Gebot der Tora zu erfüllen, muss der Mensch irgendwann heiraten. Verheirate ich den jetzt mit einem Mann oder verheirate ich den mit einer Frau? Also da leiten sich ganz, ganz viele Fragen aus dieser Doppelgeschlechtlichkeit ab. Und vielleicht finden wir darin auch dann Antworten für andere Fragen. Parmi les commentateurs du Talmud, il y a ceux qui considèrent cette androgyne comme un cas douteux. On ne sait pas s'il faut considérer comme homme ou comme femme. Il y a ceux qui le considèrent comme une créature à part. Parce qu'il est homme et femme en même temps. C'est une créature à part. Il y a ceux qui le considèrent comme un mâle et pas comme une femelle. Parce qu'il a des organes génitaux mâles. Même s'il n'a pas de testicules. Même s'il n'a que la verge. Mais quoi qu'il en soit, c'est un être humain à part entière. Si on lui cause des dommages, on est bien sûr
responsable et on doit payer les indemnités comme s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme qui sont bien genrés. Et lui-même, s'il cause des dommages, également, il doit payer les indemnités. Autrement dit, nous avons une obligation de ne pas l'humilier, de ne pas lui faire honte, de le traiter comme un être humain à part entière. D'où la nécessité d'emblée de dire que ces gens, même s'il ne s'agit pas de l'androgyne, nés comme tel, même s'ils changent de sexe, quelle que soit notre décision par rapport à ces gens et notre point de vue, il faut les considérer comme des êtres humains. Des êtres humains qui sont livrés à un problème qui les touche dans leur corps et donc dans leur esprit aussi, puisque corps et esprit sont indivisibles. Et donc, quel que soit notre point de vue, nous devons les respecter comme tels. Mais d'un autre côté, on doit savoir quelle attitude avoir vis-à-vis d'eux, si on leur permet de se marier avec une femme ou un homme, si ils sont tenus de pratiquer les mitzvot, toutes les mitzvot, les 613 comme un homme, ou bien ils sont exemptés des mitzvot qui sont liés au temps comme les femmes, et avec qui ils peuvent se marier. Savoir s'ils peuvent se marier avec un homme ou plutôt avec une femme. Quel genre leur attribuer? Eux, ils ont changé de sexe, d'accord, mais la biologie ou l'anatomie ne définit pas le genre. Peut-être. En tout cas, c'est une question que je pose. Also es gab bei den Talmud-Kommentatoren im Fall der Hermaphroditen verschiedene Schulen oder Auslegungsrichtungen. Die einen haben diese Menschen als Zweifelsfall gesehen, andere haben gesagt, es ist etwas Besonderes, es ist ein dritter Fall, den man separat betrachten muss. Wieder andere haben versucht, es sich einfach zu machen, haben gesagt, okay, also grob gesagt, wenn es einen Penis hat, auch wenn es keine Hoden hat und nicht fortpflanzungsfähig ist, dann betrachte ich es als Mann. Es geht nur darum, dass man eben versucht hat, eben, egal wie, ohne den Menschen zu beschämen, ohne den Menschen respektlos gegenüber zu sein, ihm einen Anhaltspunkt zu geben, dass er weiß, wie soll er im Leben behandelt werden. Muss er, in alten talmudischen Zeiten, musste er die Steuern zahlen wie ein Mann, musste er entschädigt werden wie eine Frau, welche Gebote und Verbote musste er beachten als Mann oder als Frau. Wie gesagt, die Frage war vorher gestellt, mit wem soll man ihn verheiraten, mit einem Mann oder einer Frau. Man muss aber immer darauf achten und das bedenken, es sind menschliche Wesen, die stehen selbst vor einem Problem, nicht nur biologisch, weil man kann den Körper nicht von der Seele trennen, sondern für diese Menschen hat das Ganze einen körperlichen und auch einen seelischen Aspekt. Concernant toujours l'androgyne, il peut se joindre au minyan. Et s'il n'est pas juif et veut se convertir, on accepte sa conversion comme pour tout un chacun. Sa bar mitzvah, il doit la faire à 12 ans comme une fille. Il n'a pas à attendre 13 ans. Et s'il a la possibilité de procréer, il a la mitzvah de procréer comme tout le monde. C'est dire que le respect de ces personnes qui sont nées comme ça est total et qu'on lui donne quelquefois le statut d'une femme lorsqu'il s'agit par exemple de la bar mitzvah où on dit c'est à 12 ans, pas après, parce qu'on a un doute si c'est un homme ou une femme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est soit un doute, soit une créature à part du point de vue du genre, soit pour certains, il faut le considérer comme un homme à tout égard, même s'il n'a pas de testicules dans la mesure où il a une verge. Also die Auslegung geht dahin, dass man bei einem Menschen, der praktisch beide Geschlechtsmerkmale hat, sagt, er kann, wenn er jüdisch ist, zu Minyan gezählt werden wie ein Mann. Und aus dem gleichen Überlegung heraus, dass man immer respektvoll sein soll, kann er seine Bar Mitzvah allerdings schon mit 12 Jahren machen, wie ein Mädchen. Und wenn er fortpflanzungsfähig ist, dann muss man ihm auch das erlauben und die Möglichkeit geben, sich eben dann, weil es ein Mitzvah ist, ein Gebot für uns, sich fortzupflanzen. Das heißt, es geht also immer darum, wir betrachten ihn dort als männlich, wo die männliche Betrachtungsweise für ihn respektvoller ist, und wir betrachten ihn dort als weiblich,
wo es eben, so im Fall der Bar Mitzvah, die dann vorgezogen wird, damit er nicht unnötig warten muss, damit es eben auch in diesem Fall Respekt seiner Besonderheit gezollt wird. Qu'en est-il, toujours pour cette androgyne, de la chirurgie? Puisqu'il est dans une ambiguïté sexuelle mâle et femelle, est-ce qu'on a le droit, par exemple, de lui enlever la verge et les testicules pour le rendre femme, ou bien de lui enlever la vulve, éventuellement les organes génitaux femelles, par ailleurs, si on peut, pour qu'il soit homme à part entière? Cette question se pose à nous pour lever cette ambiguïté. Et la réponse est affirmative. Si son genre génétique, par exemple, est XX, c'est-à-dire que génétiquement c'est une femme, on a le droit, dit la halakha, de lui enlever la verge et les testicules pour faire en sorte qu'il y ait une conformité entre son genre génétique et son genre définitif. Pourquoi? Parce que, et ça c'est moi qui l'ajoute pour expliquer cette position, parce que qu'est-ce qui fait que l'embryon devient mâle ou femelle? Lorsqu'il est constitué de XX, 6e, 7e semaine, il y a une sécrétion d'hormones qui est liée à ces cellules XX qui va commander qu'il y ait la fabrication d'organes sexuels femelles et avec les hormones qui vont avec. De même, si cet embryon est XY, au 2e mois, il va y avoir un signal qui indique aux hormones, testostérone pour les hommes, donc, de fabriquer des organes génitaux masculins. Et donc on voit que c'est un problème entre la génétique et ses conséquences, le déclenchement d'hormones et les organes génitaux. C'est là où apparaît l'ambiguïté, il y a un dysfonctionnement là, c'est ça ce qui fait que cet enfant est né androgyne. Il y a eu les deux en même temps, comme un dysfonctionnement là. Donc, on va décider que c'est le genre génétique qui va, en quelque sorte, nous indiquer quelle est sa véritable nature, et on va corriger son anatomie par la chirurgie pour correspondre à ce qu'il devait être s'il n'y avait pas ce dysfonctionnement. Voilà. Je vais pas dire en allemand, moi. Moi, demander au chauffeur de faire la traduction. Vous connaissez das? Also, die Frage ist jetzt eben, was ist erlaubt, zum Beispiel chirurgisch, ja? Darf ich einen Hermaphroditen, ein Mensch, der beide Geschlechter ausgeprägt hat, darf ich ihn chirurgisch eindeutig zum Mann oder eindeutig zur Frau machen? Und da ist die Antwort im Judentum völlig klar. Wir müssen schauen, wie die genetische Disposition ist. Ist ein Mensch mit einem Chromosomensatz XX, dann darf ich einen Hermaphroditen mit dem Chromosomensatz XX, darf ich seinen Penis, seinen Hoden entfernen und darf ihn entsprechend seiner genetischen Disposition angleichen, damit die äußere Erscheinung der zellulären Erscheinung entspricht. Genauso darf ich dann bei einem Jungen eben entsprechend, also bei einem männlichen Wesen, jemand, der einen Chromosomensatz XY hat, habe ich die Möglichkeit, oder darf ich ihm, oder soll ich ihm sogar dann eben chirurgisch helfen, sein äußeres Erscheinungsbild anzupassen. Warum ist das so? Wie begründet man das? Dr. Boll gibt hier seine eigene Interpretation als Mediziner zum Bedenken. Er sagt, was macht denn, dass ein Embryo normalerweise männlich oder weiblich wird? Er sagt, das passiert in der 6., 7., 8. Schwangerschaftswoche. Was passiert da? Da werden Hormone ausgeschüttet. Wenn ein Kind, ein Embryo, einen Chromosomensatz XX hat, dann werden weibliche Hormone ausgeschüttet und es werden normalerweise dann weibliche Fortpflanzungsorgane und weibliche Geschlechtsmerkmale angelegt. Wenn es einen XY-Chromosomensatz hat, wird Testosteron ausgeschüttet und es werden männliche Geschlechtsorgane und anatomische Ausprägungen angelegt.
wenn, so wie man das heute in der Medizin sieht, da auf dieser Ebene irgendwas schief geht mit den Hormonen und eben infolgedessen das Geschlecht nicht eindeutig oder mehrfach definiert ist, also wie beim Hermaphrodit mit beiden Geschlechtsmerkmalen, dann nichtsdestotrotz haben wir zugrunde liegend, auch wenn es mit der Hormonausschüttung nicht geklappt hat, doch das genetisch angelegte Geschlecht XX oder XY, und das begründet dann auch, okay, da ist bei der Hormonausschüttung was schiefgegangen und bei der folgenden anatomischen Anlage, aber die Absicht von der Genetik ist da, und dann haben wir eben infolgedessen auch das Recht, dann den Fehler, der dann bei den Hormonen passiert ist, haben wir eindeutig das Recht, dann diesen Fehler dann später durch chirurgische Maßnahmen zu korrigieren. Alors vous allez me dire, d'accord, dans ce cas, qui est relativement facile, on va lui faire une chirurgie. Mais quel est le meilleur âge pour opérer ces gens? Dans l'idéal, plus tôt c'est, mieux c'est. Pourquoi? Parce que l'adaptation sociale, elle tient compte du fait qu'on est ou monsieur ou mademoiselle. Donc c'est important de dire, d'opérer ces embryons à l'âge de 5 ans, 6 ans, 12 ans, 13 ans, mais le plus tôt possible, lorsque les choses sont claires. Mais il est évident que s'il y a encore une ambiguïté dans leur tête, s'ils ne savent pas pour quel sexe ils doivent se décider, c'est sûr que si on fait une opération précoce, ils risquent d'être perturbés et devoir rechanger de sexe. Et ça va créer des problèmes à n'en plus finir. Donc dans l'idéal, lorsque les choses sont claires, et pour le psychiatre, et pour les médecins qui vont opérer, et pour les parents, et pour l'enfant, lorsque les choses sont claires, le plus tôt c'est le mieux, pour déterminer le rapport social au genre. Mais si les choses ne sont pas claires, il vaut mieux bien entendu attendre, puisque cette orientation sexuelle, elle va être déterminante pour l'avenir de cet enfant. Die Frage, die sich dann stellt, eben wann ist der beste Zeitpunkt für eine chirurgische Maßnahme? Wir sind immer noch bei dem Kind, bei dem Hermaphroditen mit den beiden apparenten Geschlechtsmerkmalen. Und die Frage ist, wann ist der beste Zeitpunkt? Die Mediziner sagen, so früh wie irgend möglich, damit die soziale Prägung richtig oder entsprechend bzw. angepasst erfolgen kann. Allerdings, sagt er, wenn es auf Seiten der Familie, des Menschen selbst oder der Psychologmediziner auch nur einen Zweifel gibt oder eine Unsicherheit, dann soll man nicht verfrüht Fakten schaffen, die man später vielleicht eventuell unter großen Schwierigkeiten wieder korrigieren und nochmal umändern müsste. Also Fazit ist, wenn kein Zweifel ist, wenn alles klar und eindeutig ist, soll man die Operation so früh wie möglich machen. Aber wenn auch nur ein Zweifel besteht, soll man warten, bis diese Zweifel ausgeräumt werden können, um dann eben eine möglichst zutreffende und langfristig stabile Entscheidung zu treffen. J'ai commencé par envisager le cas de l'androgyne parce que le Talmud en parle, mais aussi parce qu'il est né comme ça et qu'on doit décider s'il reste dans son état ou s'il faut déterminer un genre pour lui, pour faciliter son insertion sociale. Mais qu'en est-il des personnes qui sont nées hommes ou femmes et qui veulent changer de sexe parce qu'ils se sentent comme appartenir au sexe opposé? Am Anfang haben wir das Beispiel des Hermaphroditen genommen, weil da gibt der Talmud uns Antworten und wir haben eindeutige Kriterien, wo wir entscheiden können. Und wir haben gesehen, wie diese Kriterien zu Entscheidungen führen können unter religiösen, medizinischen, psychologischen und sonstigen Aspekten. Aber was ist jetzt mit Menschen, die eindeutig als Mann oder als Frau geboren sind, die sich aber, aus welchen Gründen auch immer, zugehörig zu einem anderen Geschlecht fühlen? Ces personnes ont besoin d'être examinées correctement, pas seulement par le psychiatre,
mais aussi par un psychologue, et comprendre ce qui les amène à se sentir appartenir au sexe opposé. C'est-à-dire peut-être un traumatisme qui les a amenés à vouloir chasser un sexe pour appartenir à l'autre, comme il arrive chez des enfants de vouloir dire « Moi, je ne veux pas, je ne te reconnais pas toi comme père, tu n'es pas mon père », alors que tout le monde sait que c'est son père. Simplement, il a un problème avec son père, ou avec sa mère, ou un problème avec une religion. Dire « Ah, moi, je ne veux pas de toi comme religion », parce qu'il a un problème avec cette religion. Les traumatismes sont d'abord la première des choses à comprendre. Pour comprendre la démarche et qu'est-ce qui amène ces gens à vouloir changer de sexe alors qu'ils sont bien nés dans le sexe, génétiquement parlant, hormonalement parlant, anatomiquement parlant. Qu'est-ce qui les amène à vouloir changer de sexe? C'est comme si un homme, imaginez la chose, si moi je me dis, ah, moi je me sens bien comme chien, moi je veux devenir chien, vous allez me prendre comme un fou. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Parce que j'ai peut-être un problème avec les humains, alors je préfère vivre avec les animaux et même devenir un animal. C'est un problème. Alors, ce même type d'interrogation, je ne dis pas que la situation est analogue, mais je dis que ce même type d'interrogation doit nous amener à réfléchir qu'on nous-mêmes, on se prend pour un Indien alors qu'on est un occidental. Ça aussi, on peut imaginer. Ah, moi, je me sens indien. Enfin, qu'est-ce qui t'amène à te sentir indien? Peut-être que les Occidentaux ne te plaisent pas. Il y a la haine de soi, ça existe aussi. La haine de sa religion, la haine de son identité, la haine de son pays, la haine de sa race. Donc il faut s'interroger sur tout ce qui peut amener ces enfants à vouloir changer de sexe, alors que ce ne sont que des enfants. Il y a peut-être des traumatismes derrière ça. Also wenn sich die Frage, wenn man mit dem Wunsch konfrontiert ist, dass jemand, der mit einem eindeutig definierten Geschlecht geboren ist, dieses wechseln möchte, muss man zuallererst sich fragen, was hat den Wunsch ausgelöst? Liegt dem vielleicht ein Trauma zugrunde? Man stellt sich vor, es gibt ja auch Kinder, die trotzdem immer sagen, du bist nicht mehr mein Papa. Ja? Man ist mit seinem Vater plötzlich nicht mehr einverstanden, weil man ein Problem mit ihm hat. Ja? Gut, dann muss man sich fragen, oh, dabei ist es der Vater und man weiß, dass es der Vater ist und es bleibt der Vater. Ja? Und wenn ein Kind jetzt den Wunsch nach einer Veränderung des Geschlechts hat, muss man sich fragen, welches Trauma liegt möglicherweise dahinter, dass man genau, wie man seinen Vater ablehnt oder seine Mutter ablehnt, jetzt plötzlich sein eigenes Geschlecht ablehnt. Man könnte das in Gedanken noch viel weiter spinnen. Man könnte sagen, okay, ich bin ein Mensch, aber ich fühle mich jetzt als Hund. Was habe ich denn für ein Trauma, muss man sich fragen. Also man muss sich fragen, was hat ein Mensch, der sich jetzt plötzlich mit, was hat er für ein Problem mit der Menschheit, wenn er plötzlich nicht mehr dazugehören will. Ja? Genauso könnte man sagen, okay, wir sind ein Mensch hier im Westen, in Westeuropa, und ich fühle mich jetzt plötzlich als Indianer. Wo ist mein Trauma, wo ist mein Problem mit der westeuropäischen Gesellschaft, dass ich dieser nicht mehr angehören möchte? Genauso gibt es Leute, die plötzlich ihrer Religion nicht mehr grün sind. Ich möchte nicht mehr dazugehören. Ja? Wo ist das Problem? Also muss man sich auch fragen, welches Trauma oder welches Ereignis hat ausgelöst, dass dieser Mensch jetzt eben plötzlich sich zu dieser Religion nicht mehr zugehörig fühlen möchte. Das sind alles im Grunde, ohne dass man das jetzt auf eine Stufe unbedingt stellen kann, sind das alles analoge Situationen, aus denen man möglicherweise oder hoffentlich Antworten herleiten kann. En tout cas, je veux dire par là que ce n'est pas seulement une question de minyan ou de Brit Mila ou savoir si on s'habille un homme ou une femme. C'est d'abord une question existentielle. Être homme ou femme, c'est comme se poser la question, est-ce que je suis humain ou pas humain? C'est une question très importante. Comme je vous l'ai dit, la question du genre est simultanée, elle est contemporaine à l'identité humaine. Dans la Torah, elle apparaît d'emblée. Also es ist im Grunde
Die Frage nach dem Geschlecht ist nicht nur eine Frage nach Zugehörigkeit zu Minyan oder ob der Mensch eine Brit Milá braucht, wen er heiraten soll, sondern es ist im Grunde eine existenzielle Frage. Denn wenn man sein Geschlecht ablehnt, haben wir ja vorher gesehen, am Geschlecht hängt die ganze menschliche Identität. Dann ist die Frage, wo begründet sich dann die Existenz dieser Menschen? Also das ist im Grunde eine ganz, ganz existenzielle Frage und nicht nur eine Frage von äußeren Faktoren. Maintenant, d'un point de vue pratique, d'un point de vue halachique, celui qui décide de changer de sexe, par exemple, il est homme et il décide de devenir femme, il transgresse certains principes de la Torah. Je vais en dire 3 d'abord, et ensuite 3 autres pour faciliter la traduction. Le premier principe qu'il transgresse lorsqu'il est homme et qu'il devient femme, c'est le principe de la castration. Nous en avons parlé aujourd'hui, que le fils de Noach a castré son père du regard. Se castrer, c'est enlever la possibilité de se reproduire. Mais ce n'est pas simplement la question de la reproduction, c'est l'identité même du genre humain qui est masculin. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une question simplement de sexe. Le transgenre, ce n'est pas simplement un transsexuel. Mais le fait d'enlever le sexe, ça ampute quelque chose de son genre. Et à ce titre-là, c'est un interdit. D'ailleurs, l'interdit de castrer se pose même pour un animal, on n'a pas le droit de castrer. La seule permission qui nous donne possibilité de castration, c'est seulement lorsque ces organes génitaux remettent en question notre vie. Par exemple, lorsqu'il y a un cancer dans ces organes, bien sûr qu'on a le droit de les enlever pour pouvoir continuer à vivre. Mais en dehors de ce cas, on n'a pas le droit ni de se castrer, ni de castrer un animal, et un animal castré, on n'a pas le droit de l'offrir sur l'autel à l'époque du temple. C'est dire qu'avoir ces organes génitaux, qu'ils soient reproductifs ou pas, qu'ils soient stériles ou pas, c'est une partie intégrante du corps et du genre humain. Deuxième point, un homme qui se transforme... Ah, déjà très bien. Merci, c'est gentil, mais pour une fois, j'arrivais presque à suivre. Also wir suchen jetzt für Menschen, die ihr Geschlecht wechseln wollen, suchen wir praktische Antworten der Halacha. Und es gibt insgesamt 6 Aspekte, auf die uns die Halacha eine Antwort liefert, also aus der Tora. Das erste ist, wenn ein Mann eine Frau werden möchte, dann verstoßen wir schon mal gegen das Kastrationsverbot. Die Tora verbietet, jemand Fruchtbares unfruchtbar zu machen. Es ist sogar verboten, Tiere zu kastrieren ohne Not. Kastrierte Tiere durften im Tempel nicht geopfert werden. Einzige Ausnahme ist, wenn von einem Organ bei einem Menschen Lebensgefahr ausgeht, Beispiel Hodenkrebs, dann darf ich ihm natürlich seine Fortpflanzungsorgane, um sein Leben zu retten, was höher bewertet wird, darf ich sie ihm entfernen. Ansonsten darf ich also in keinem Fall in die Reproduktionsfähigkeit des Menschen eingreifen, sagt die Tora, weil ich damit eben den Menschen in seine Existenz auslösche. Le deuxième interdit, c'est celui que la Torah dit, un homme ne doit pas s'habiller en femme, ne doit pas mettre des vêtements de femme, ne doit pas mettre des bijoux ou des parures de femme. Or, ces hommes qui subissent cette chirurgie pour devenir femme, ben, leur corps devient lui-même femme, dans le sens où ils n'ont plus les attributs masculins. Et bien entendu, ils se mélangent au public féminin, puisqu'ils se prennent pour des femmes, et se lie le principe de l'ordre dans la nature est rompu. Vous savez que lorsque Dieu a créé le monde, chaque fois il a parlé d'espèces particulières, les espèces végétales, chacune séparément, les espèces animales, chacune séparément. Et précisément, ce qui a amené le déluge à l'époque de Noé, c'est qu'il y a eu des croisements interespèces.
qu'il y a eu des actes contre nature. On appelle ça des actes contre nature. Et donc, cet homme qui se castre devient une femme de facto, en tout cas extérieurement, et ça rejoint l'interdit de travestissement. Also die zweite Antwort ist, dass die Tora eindeutig sagt, ein Mann soll sich nicht wie eine Frau kleiden oder schmücken. Man sagt, es ist klar, wenn sich ein Mann jetzt operativ zu einer Frau umwandeln ließe, würde er sich natürlich logischerweise auch wie eine Frau kleiden, wie eine Frau schminken, wie eine Frau Schmuck tragen. Und das ist dann ein Verstoß gegen das Gebot der Tora. Wir haben ja gesehen, auch heute kommen wieder zurück auf die Parasha Noach von heute, dass Gott hat in der Schöpfung ja alle Arten für sich getrennt, als Männchen, Weibchen, als Paar immer auf die Arche geführt hat und dass die Sintflut unter anderem auch dadurch, die Auslegung dadurch zustande oder provoziert wurde, dass es eben davor unerlaubte Vermischung von Arten gab. Ja? Und wenn wir jetzt Männer haben, also biologische Männer, die sich äußerlich wie eine Frau aussehen, die sich äußerlich wie eine Frau kleiden und schmücken und unter die Menschheit mischen, dann ist es eine Überschreitung dieser Artengrenze und damit eben eine Verletzung des Gebotes der Tora. Troisièmement, ces personnes qui se prêtent à ces chirurgies portent atteinte à leur corps. Or, c'est interdit de porter atteinte à son corps, même si on est consentant. Si je dis à quelqu'un, donne-moi une claque, ou bien si moi-même je me donne une claque, ou je me fais des scarifications, et a fortiori si je me suicide, c'est un interdit de la Torah. Or, ces personnes s'auto-infligent une chirurgie alors qu'elle n'est pas nécessaire. Même la chirurgie esthétique n'est nécessaire, n'est possible du point de vue de la Torah que lorsqu'elle résout un problème important, vital. Quand on a des brûlures par exemple dans le corps, ou quand on a une déformation importante, alors on peut avoir recours à la chirurgie esthétique et donc porter atteinte à notre corps pour l'arranger. Mais autrement, on n'a pas le droit d'avoir recours à ces chirurgies. Et il y a même un cas particulier. Je vous le cite pour illustrer l'interdiction de porter atteinte à son corps. Si quelqu'un, le jour de Kippour, il ne peut pas jeûner, parce qu'il est faible, mais si on lui met une perfusion, par exemple, de sérum glucosé, il peut jeûner. La halakha interdit à cette personne de mettre la perfusion pour pouvoir jeûner à Kippour, parce qu'il s'inflige à son corps quelque chose qui n'est pas obligatoire. Donc vous voyez que le corps, ce n'est pas la prison de l'âme comme le pense Platon. Ce n'est pas non plus l'instrument de l'âme, celui qui fait les petites charges que l'esprit lui commande. Le corps est partie intégrante de l'aventure humaine et de l'esprit. Parce que le corps lui-même, dans ses 10 fonctions vitales, est comparé aux 10 séphirotes du plérum divin. Le corps, c'est une sorte d'incarnation de l'esprit dans la matière. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque nous consommons des aliments, nous devons faire des bénédictions. Parce que ce qui nourrit le corps, nourrit aussi l'âme. C'est un substrat qui nourrit et le corps et l'âme, parce que corps et esprit sont indivisibles. Also der dritte Aspekt, die dritte Antwort ist, die Tora verbietet uns die Selbstverstümmelung. Man darf sich, na gut, das wird niemand machen, es wird sich schon niemand selbst eine Ohrfeige geben. Allerdings, wer zum Beispiel sich selbst Narben zufügt, übertritt ein Gebot der Tora. Deswegen ist zum Beispiel, mir kam das gelegen, ich konnte meinen Töchtern erklären, dass Piercings also auf keinen Fall laufen bei uns, ja. Gut, die Frage stellt sich nicht ernsthaft, aber ich habe es trotzdem wenigstens erwähnt. Keine Tattoos? Genau, ja, ich weiß. Die Frage wurde aber nicht gestellt. Das nur als Kenntnis. Auf jeden Fall die einzige Ausnahme, die zulässig ist laut der Tora, ist ästhetische Chirurgie, aber auch dann nur, wenn sie der Wiederherstellung oder Erhaltung von vitalen Funktionen dient.
Das heißt, wenn jetzt so wie Hauttransplantation nach Verbrennung oder sowas, da ist es zulässig. Allerdings ist es in keinem Fall zulässig, irgendetwas an dem Körper zu verändern, was nicht unbedingt notwendig ist zur Erhaltung seiner vitalen Funktionen. Bestes Beispiel ist Yom Kippur, wo wir, wie wir wissen, 25 Stunden lang fasten müssen. Man könnte jetzt sagen, es gibt Menschen, die sind von diesem Fastengebot befreit, weil sie schwach sind. Ja? Sie müssen nicht fasten. Man könnte jetzt sagen, okay, lass uns doch einfach den Menschen eine Glukoseinfusion legen. Dann kann er fasten. Ja? Aber auch das verbietet die Tora, weil selbst diese Infusion wäre als eine unnötige Beschädigung oder Verstümmelung des Körpers. Ja? Es ist also ganz wichtig, dass wir nicht wie Plato den Körper nur als Hülle für die Seele betrachten, sondern dass im Judentum Körper und Seele eine Einheit bilden. Das sieht man auch daran, dass bevor wir etwas essen, sagen wir immer einen Segensspruch. Weil das Essen ist nicht nur Nahrung für den Körper, sondern auch Nahrung für die Seele. Wir müssen also ganz wichtig immer darauf achten und bedenken, dass vitale Funktionen sind nicht nur rein körperlich oder nicht nur rein seelisch, es kann nur alles als eine Einheit gesehen werden. Le quatrième principe qu'ils enfreignent, cet homme qui se casse pour devenir femme, c'est le fait qu'il ne peut plus se reproduire. Or, vous savez que la mitzvah d'avoir des enfants, elle va jusqu'à permettre de vendre un Sefer Torah pour avoir de l'argent pour pouvoir se marier. Elle va jusqu'à permettre à quelqu'un de quitter la terre d'Israël pour aller en diaspora pour chercher une femme pour se marier. C'est dire que cette mitzvah d'avoir des enfants, ça veut dire de pérenniser les valeurs juives, est importante. Or, cet homme qui devient femme par la chirurgie, il fait en sorte qu'il ne peut plus réaliser cette mitzvah. Also das vierte Prinzip, was verletzt würde, wenn ein Mann sich zur Frau umoperieren ließe, wäre, dass er sich eben danach nicht mehr reproduzieren kann, dass er also keine Kinder mehr zeugen kann. Und das ist das Gebot, fruchtbar zu sein und sich zu mehren. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip in der Tora. Die Pflicht geht sogar so weit, dass man sagt, wenn es dir an Geld fehlt, um zu heiraten, darfst du sogar eine Tora-Rolle verkaufen, um heiraten zu können. Wenn du in Israel, in deinem Land, auf dem Heiligen Land keine Frau findest, darfst du das Heilige Land verlassen, um dir woanders eine Frau zu suchen. Also für die Tora und für die Mishnah ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben dieses Fortpflanzungsgebot erfüllt. Und wer sich eben umoperieren lässt, der kann es nicht mehr erfüllen und hindert sich selbst daran, dieses Gebot zu erfüllen. Enfin, cet homme qui devient femme, il va se considérer comme une femme, évidemment. Et il va vouloir avoir des rapports sexuels avec des hommes. Or, ce rapport est appelé un rapport homosexuel qui est interdit par la Torah. Donc vous voyez que ça va bien au-delà de quelqu'un qui veut simplement changer de sexe et être tranquille. Ça va avoir des conséquences sur sa place dans la société, sur son possible mariage avec qui, maintenant qu'il est devenu femme, il va vouloir se marier avec un homme, avec qui il va avoir des rapports intimes avec un homme. Or cela est aussi interdit. Donc vous voyez, il y a beaucoup de conséquences sur le plan sociétal, beaucoup de conséquences sur le plan sociologique, beaucoup de conséquences sur le plan des principes de la loi juive. C'est donc une transformation qui doit donner à réfléchir beaucoup sur les problèmes qu'elle va résoudre, mais aussi sur les problèmes qu'elle va créer. Also der fünfte Punkt der Überlegung ist, ein Mann, der sein Geschlecht wechselt, der zur Frau wird sich natürlich als Frau fühlen und wird sich als Partner einen Mann suchen. Und dann sind wir in den Augen der Tora bei einer homosexuellen Beziehung, die die Tora verbietet. Dies nur zum Zeigen,
in dem Fall, dass zum Beispiel jetzt ein Mann, der zur Frau geworden ist, mit einem Mann eine sexuelle Beziehung hat, im Grunde ist es sogar so, dass er nicht nur selbst das Verbot der homosexuellen Beziehung verletzt, sondern er führt vielleicht den anderen Mann unwissentlich auch in eine Übertretung des Gebotes hinein. Und aus dieser Frage und den vorangegangenen sehen wir also, das Ganze hat das ganze gesellschaftliche, soziologische, medizinische und religiöse, moralische, ethische Aspekte. Ja? Und insofern kann man sich so eine Entscheidung nicht leicht machen. Ja? Man muss dann wirklich abwägen, einerseits, wie groß ist das Problem für die betroffene Person selbst, aber auch auf der anderen Seite, was sind die ganzen Auswirkungen auf die Welt um diesen Menschen herum. Et j'aimerais conclure par une réflexion. Nous sommes dans une société où la pensée dominante domine et les opinions politiques et les mœurs, et ces pensées envahissent nos foyers par la télévision et par les réseaux sociaux. Vous remarquerez que les gens qui prennent des décisions qui ne sont pas toujours bien réfléchies se retrouvent ensemble. Pour se cautionner les uns les autres. Par l'effet de groupe, ça leur donne dans leur tête une légitimité à leur démarche. Ceci est vrai pour les réseaux sociaux du terrorisme, de la pornographie, de la pédophilie, et des réseaux sociaux qui sont moins agressifs que cela, mais qui sont aussi pas très sains. Des réseaux sociaux où on trouve des gens qui se jettent là-dedans comme des moutons de Panurge. Vous connaissez ces moutons de Panurge où le premier mouton s'est jeté du bateau dans la mer? C'est Rabelais qui raconte ça dans un de ses livres. Et tous les autres moutons l'ont suivi. C'est le suivisme, c'est la pensée unique. La pensée unique qu'on trouve dans la mode. De mon temps, on s'habillait pattes d'éléphant. Après, c'était les pantalons cintrés. Après, c'est devenu les pantalons déchirés. Vous voyez. Après, c'était les maquillages. Après, maintenant, c'est les tatouages. On ne sait pas quelquefois qui c'est qui est homme, qui est femme, qui c'est qui est humain, qui c'est qui est... Il y a un tel mélange. Nous sommes dans la tour de Babel. Pas de Babel, ouais. La Babel, où il y a tellement de courants qu'on n'a plus de repères. Pour nos enfants, il faut donner des repères. Sinon, ils ne vont pas être égarés, ils vont être perplexes. La Torah nous donne des repères. Nous devons donner à nos enfants des repères. Quand ils grandissent, ils choisiront de rester dans ces repères ou de les quitter. Vous savez, la Brit Mila dans la tradition juive se passe au 8e jour. En Allemagne, comme beaucoup de pays, on dit mais c'est une mutilation du corps humain et on n'a pas demandé le consentement de cet enfant. Mais dites-moi, quand vous mettez votre enfant à l'école catholique ou à l'école libre, quand vous ne le mettez pas à l'école et que vous le mettez dans une école Montessori ou quelque chose de particulier, vous prenez aussi une décision pour votre enfant. Lorsque vous l'élevez dans votre religion, ou lorsque vous ne l'élevez pas dans la religion, vous prenez aussi une décision pour votre enfant. Lorsque vous le vaccinez, vous prenez aussi une décision pour votre enfant. Il y a de multiples décisions que nous prenons pour nos enfants, mais nous pensons que c'est pour leur bien, pour notre bien. Pour les Juifs, en ce qui concerne la Brit Mila, lorsqu'on fait la Brit Mila, c'est de dire à cet enfant, tu as la marque que tu es né juif. Après, tu peux faire ce que tu as envie. Mais sache que tu as un repère dans ton corps. Malheureusement, ce repère dans le corps, on l'a eu au XXe siècle. Vous savez dans quelles conditions? Pour nous amener à la mort. Eh bien, nous, ce rapport dans le corps qui touche notre organe sexuel, et c'est pour ça que je voulais en parler, qui touche notre genre, qui touche le lieu le plus charnel de notre corps, c'est pour nous dire que l'alliance avec Dieu, elle se fait même dans ce qui semble apparaître au monde de la chair, et donc au monde qui peut être la prostitution, la pédophilie, tout ça. Ben non, dans la tradition juive, le corps,
c'est aussi une œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a créé le corps et qui a lui insufflé l'âme. L'homme est à l'image de Dieu. Et donc, si l'homme a été créé d'une certaine manière, il faut qu'il réfléchisse sur ce qu'il est et sur ce que Dieu attend de nous. Notre vocation en tant qu'homme. Le premier élément de génie que la tradition juive nous a appris, c'est dans le livre de Bereshit, le premier livre de la Torah, c'est que l'homme est né, a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que l'homme est dépositaire du projet de Dieu sur terre. Et nous sommes des hommes, lorsque nous appartenons au peuple juif, nous appartenons au peuple juif, nous sommes dépositaires de ce patrimoine, et nous devons le développer au mieux de ce que nous savons, de ce que nous pouvons. Et c'est pourquoi la tradition juive elle-même est interrogée par le Talmud, par les commentateurs du Talmud, par les commentateurs des commentateurs du Talmud, et ça va jusqu'à des questions récentes comme celle d'aujourd'hui, la chirurgie du transgenre. Je dis que ces questions n'appartiennent pas à la technique. C'est d'abord des questions liées à l'existence. Et la technique ne peut venir qu'en bout de course, lorsqu'on a bien réfléchi sur une question et qu'on a décidé que la technique peut venir en aide. Mon premier livre que j'écris, c'était sur les transplantations d'organes, il y a 35 ans maintenant. C'est aussi une technique nouvelle. Après, j'ai parlé des grossesses pour autrui, mère porteuse, le premier bébé éprouvette, le don de sperme, etc. La semaine prochaine, je vais parler de l'euthanasie, alors que cette question de la souffrance liée à la vie, à la fin de vie, elle est ancienne, mais aujourd'hui, elle est reposée d'une autre manière, parce qu'il y a la réanimation qui est rentrée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en jeu. Donc nous devons réfléchir à toutes ces questions sans perdre notre âme, sans que la technique ne nous dicte ce que nous avons à faire. Also, wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, in der diese vielfältigen Überlegungen allgegenwärtig sind. Dank Medien, Politik, Social Media und so weiter sind wir immer mehr und immer vielfältigeren Strömungen ausgesetzt. Ja? Das betrifft jetzt nicht nur die Frage nach geschlechtlicher Identität, sondern wir haben das genauso in der Mode. Er hat das Beispiel gebracht, gut, vor 40 Jahren hat man noch Trompetenhosen getragen, danach kamen die engen Hosen, die Slim, ja, und jetzt trägt man zerrissene Hosen zum Beispiel. Wieder ein anderes Beispiel ist, dass eben heute es Mode ist, sich tätowieren zu lassen oder sonst irgendwie zu schmücken. Ja. Das sind im Grunde genauso Strömungen. Und das Problem ist, dass gerade dank modernen Medien sich diese Strömungen gegenseitig verstärken. Weil es ist dann so, gerade soziale Netzwerke erlauben dann Gleichgesinnten, sich zusammenzufinden und sich dann gegenseitig in ihrer Meinung zu bestärken. Und so kann es passieren, dass man dann in eine Blase gerät, in eine Meinungsblase, die mit den ursprünglichen Ideen und den ursprünglichen Konzepten gar nicht mehr viel gemeinsam hat. Deswegen ist es wichtig, sagt er, dass man seine Bezugspunkte in der Tora sucht. Ja? Die Tora gibt jedem männlichen jüdischen Kind einen Bezugspunkt, nämlich die Beschneidung am 8. Tag zu machen. Er hat festgestellt, in Deutschland gibt es eine große Diskussion, man dürfe das Kind am 8. Tag nicht beschneiden, weil man hat ja nicht seine Zustimmung eingeholt. Aber er sagt, dass dieses Argument greift nicht, weil man trifft dauernd Entscheidungen für sein Kind. Man trifft die Entscheidung, ob es geimpft wird oder nicht. Man trifft die Entscheidung, in was für eine Schule es gehen soll. Ja? In eine weltliche Schule, in eine religiöse Schule, vielleicht sogar in eine Schule einer anderen Religion oder die einer besonderen weltanschaulichen Strömung anhängt, wie Montessori oder Waldorf. Ja? Wir treffen permanent Entscheidungen für unser Kind. Warum sollen wir nicht auch diese Entscheidung für unser Kind legitim treffen dürfen? Natürlich ist es heikel, weil natürlich die Beschneidung berührt sozusagen einen empfindlichen Punkt. Ja.
Aber man muss es so sehen, er sagt, der menschliche Körper, nach der Schöpfungsgeschichte, in Bereshit, das ist Gottes Werk, das ist nach seinem Bild. Ja? Und insofern heißt es, dass unser Körper uns von Gott, wie unsere Seele auch gegeben wurde. Und wir müssen uns fragen, wie wir dieser Aufgabe nach seinem Bild, wie wir dieser Aufgabe und dieser Verantwortung gerecht werden und ob wir auf die beste Weise gerecht werden. Und dann muss man eben die Fragen nicht nach der Technik stellen. Was ist technisch möglich? Ja? Natürlich kann ich technisch alles Mögliche machen. Die Frage ist heutzutage umso stärker zu stellen, weil die Technik eben, die Politik und alle Medien überall gegenwärtig sind und es eine Vielfalt an Möglichkeiten aufzeigen, was man tun könnte, ist es umso wichtiger, sich zu fragen, erstmal, was will die Tora von uns, was will Gott von uns? Und danach kann man, wenn es Sinn macht, die Technik gerne zur Hilfe nehmen, um dieses Ziel zu verwirklichen. Aber man darf nicht erst der Technik folgen und ihren vielfältigen Möglichkeiten und dabei seine ursprünglichen Bezugspunkte verlieren. Voilà, je voudrais conclure en disant que la vie n'est rien d'autre que la relation qu'on entretient avec elle. Mais cette relation doit être pensée. Aujourd'hui, il y a le prêt-à-penser comme il y a le prêt-à-cuire et le prêt-à-porter. C'est-à-dire qu'on délègue à d'autres la possibilité de penser pour nous, comme la possibilité de cuisiner pour nous, les plats cuisinés tout près, comme la possibilité de nous vêtir avec ce qu'ils veulent nous imposer comme mode. À chacun d'endosser son existence, parce que la vie nous appartient, et c'est à chacun de défendre ce bien précieux que Dieu nous a donné, et qui nous a donné pour nous construire. Il ne nous l'a pas donné comme sur un plateau d'argent. Non. Atikre banaïr et la bonaïr. Nous ne naissons pas hommes, nous devons le devenir. Nous naissons comme des petits sauvages, avec la main fermée. Nous devons apprendre à l'ouvrir, nous ouvrir au monde, réfléchir sur le monde qui nous entoure, que ce soit les paysages, mais aussi sur la sociologie, sur les mœurs, sur les opinions, et avoir nous-mêmes des repères par nos propres lectures pour savoir comment affronter le monde qui va dans tous les sens, ce monde du tohu-bohu d'avant la création. Nous devons avoir des repères, et quoi de mieux que de venir à la synagogue, d'étudier nos textes, d'écouter, mais aussi de réfléchir sur ce qu'on vous a dit. Ne jamais prendre pour parole d'évangile ce qu'on vous a dit. Il faut avoir toujours un regard critique et perspicace, même sur ce que les rabbins vous disent. Parce qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Le tout ne se trouve pas dans ce qu'ils disent, mais dans le non-dit. Et le non-dit, c'est vous qui devez le réfléchir, le penser. Je vous remercie. Als vorläufige Schlussbemerkung sollen wir festhalten, dass das Leben ist dadurch definiert durch die Beziehung zu sich selbst. Ja? Das heißt, heutzutage macht es die Welt einfach. Ja? Es gibt Prêt-à-porter, Mode, fertig von der Stange zum Anziehen. Es gibt Prêt-à-cuisiner, das sind Fertiggerichte. Ja? Also man kann heute so ziemlich alles, das Kochen, das Anziehen, alles kann man von anderen erledigen lassen. Und er bittet darum und insistiert, also besteht drauf, wir sollen bloß bitte nicht das Denken wegdelegieren. Wir sollen nicht aufhören, selbst zu denken, uns selbst zu informieren, uns selbst eine Meinung zu bilden. Ja? Man soll andere Meinungen anhören, man soll sie nicht wie ein Evangelium nehmen. Auch was Rabbiner sagen. Das ist nicht das letzte Wort, sagt er. Ja? Auch da geht der Gedanke weiter. Ja? Wir sollen, was die Rabbiner uns sagen wollen, ist oft nicht in dem, was sie uns sagen, sondern in dem, was sie uns nicht sagen. Weil das gibt uns den Raum, um unsere eigenen Gedanken darauf basierend weiterzuentwickeln. Wir werden nicht als Menschen geboren, wir müssen es erst werden. Wir werden als kleine Wilde geboren, mit geschlossenen Fäusten. Ja? Wir müssen lernen, diese Hände zu öffnen, Informationen zu sammeln und eigene intelligente Entscheidungen zu treffen. Und damit bedankt er sich für Ihre
Geduld und Aufmerksamkeit. Dankeschön. Merci beaucoup. Les questions. Monsieur, je me vole parce que je l'oublie. C'est comme ça. Vous êtes un docteur. Ici, il y a un patient qui vient chez vous, ou une patiente, et ils disent Monsieur Paul, je souffre tellement dans le corps qui n'est pas le mien. Et ça peut arriver que je veux me suicider. Parce que voilà, c'est comme ça. C'est pas la vie que j'imagine, mon corps est vraiment quelque chose d'étranger. Et voilà. Et qu'est-ce que vous. Je veux changer le sexe, je veux changer mon corps. Qu'est-ce que vous allez dire à ce patient ou à cette patiente? Dann muss ich erst die Frage auf Deutsch übersetzen. Also die Frage ist an Dr. Boll gerichtet in seiner Eigenschaft als Mediziner. Was sagen Sie einem Patienten, der zu Ihnen kommt, der sagt, ich bin unglücklich mit meinem Geschlecht, ich möchte es wechseln, ich bin so unglücklich, dass ich ansonsten Suizid begehen würde. Was antworten Sie so einem Menschen? Alors, je répondrai en disant, en France, je pense qu'en Allemagne c'est pareil, il y a 110 000 tentatives de suicide chaque année. Est-ce que tous ceux qui veulent se suicider, ils veulent vraiment mourir? Ou bien c'est un appel de détresse sur leur mal-être? Et ce mal-être, à qui je le confie? Je le confie à un psychiatre, je le confie à un psychologue. Ou moi, quand je suis parent de cet enfant, puisqu'il y a une bonne proportion de ces suicidants qui sont des adolescents. Et ce problème du transgenre, c'est surtout chez les adolescents. Est-ce que je vais dire, eh ben, il a raison, allez, il veut mourir, allez, on va le laisser mourir? Non, il y a un mal-être, il faut essayer de comprendre quels sont les tenants et aboutissants de ce mal-être. Et le problème, malheureusement, ne se trouve pas dans la chirurgie. On voit bien que les gens qui veulent aujourd'hui la chirurgie, parce qu'ils ont des trop grosses fesses, ou bien des fesses trop petites, des bonnes lèvres, ou bien des lèvres trop petites, on voit bien que tout ça c'est dans leur tête. Le problème n'est pas dans la réalité, mais dans la représentation qu'ils se font de ce qu'ils sont. Donc c'est un problème, je ne dirais pas toujours psychiatrique, mais psychologique certainement. Et même si on arrive à la décision qu'il faut arriver à cette chirurgie, il faut le faire avec beaucoup de précautions en expliquant quelles sont les conséquences de cette chirurgie, à laquelle l'enfant n'est pas toujours mûr pour les envisager sérieusement. Les conséquences sociétales et psychologiques. Also zum Thema sagt in Frankreich gibt es jedes Jahr, und in Deutschland ist es sicher ähnlich, 110.000 Suizidversuche. Die Frage ist, die er stellt, wollen diese Leute alle wirklich sterben? Nein, wollen sie nicht. Oftmals sagt er, ist es nur ein Notruf, ein Ruf um Hilfe. Das heißt, diese Leute haben ein Unbehagen, kommen mit irgendwas nicht klar und rufen auf diese Art und Weise um Hilfe. Das heißt, als Mediziner muss ich dann gegebenenfalls, um diesem Unbehagen auf den Grund zu gehen, auch einen Psychiater oder einen Psychologen zu Rate ziehen, um erstmal den Grund für dieses Unbehagen, was es auslöst, herauszukriegen, bevor ich irgendwas unternehme. Genauso ist es ja, wenn er hat zum Beispiel angeführt von den Wünschen nach kosmetischer Chirurgie. Ja? Wie viele Leute wollen heute einen größeren Popo haben oder einen kleineren Popo haben oder dickere Lippen haben oder dünnere Lippen haben? Ja? Es ist oftmals gar nicht, dass die Lippen oder der Popo zu groß oder zu klein sind. Es ist, wie man sich selbst wahrnimmt. Und oftmals ist es ein Problem der Selbstwahrnehmung. Und er sagt, genau da ist es, wo die Psychiater und Psychologen helfen können, eventuell eine
falsche Selbstwahrnehmung zu korrigieren. Wenn man an diesem Punkt war und immer noch der Meinung ist, man müsste chirurgisch das unternehmen, dann muss man aber, in der Hauptsache sind es ja sowohl bei den Selbstmorden als auch bei den Wunsch nach Geschlechtsumwandlungen, sind es Jugendliche im heranwachsenden Alter, im pubertären oder spätpubertären Stadium, muss man sie, weil sie vielleicht aufgrund ihres jungen Alters, mangelnder Lebenserfahrung, noch gar nicht die ganzen gesellschaftlichen Konsequenzen, nicht nur für sich selbst, eben wie wir vorher auch schon gesehen haben, es sind ja nicht nur die Konsequenzen auf den eigenen Körper, sondern auch auf die Interaktion mit der Gesellschaft, mit anderen Menschen und so weiter. Man muss diesen jungen Leuten dann auch erstmal nochmal ganz klar diese ganzen Konsequenzen vor Augen führen, bevor man einen Schritt macht, der sich eventuell nicht mehr rückgängig machen lässt. Haben wir noch Zeit? Ich brauche jetzt irgendwann mal ein Glas Wasser, aber für eine Frage reicht es noch nicht. Ich mache es jetzt auch nicht so lang. Ich fange auf Deutsch an. Und es geht nochmal an den Anfang des Vortrags zum Thema Identität und Reproduktionsmedizin. Sie haben ja zu Recht gesagt, wie wichtig die Kenntnis der eigenen Herkunft, der Familie, der Wurzeln ist für die Identitätsbildung oder diese genetische primäre Identität. Und wir wissen ja auch aus der Forschung ganz viel über Probleme von Adoptivkindern oder Kindern, die durch Insemination oder Leihmutterschaft entstanden sind, dass irgendwie ein psychischer Anteil von Verlorenheit oder ja, Entwurzelung da ist. Würde das aus Ihrer Sicht rechtfertigen, diese aus theologischer, sage ich, und aus medizinischer Sicht, diese Reproduktionsmedizin, ich will nicht sagen zu verbieten, aber sehr zu erschweren? La question, donc, c'est pour revenir au début de votre conférence où vous avez parlé de l'identité de l'être humain qui est liée à sa faculté de se reproduire. On est au courant que les enfants qui ont été adoptés ou qui sont le résultat d'une fécondation pas naturelle, qu'ils ont souvent le sentiment d'être perdus, déracinés, qu'il leur manque quelque chose. Est-ce que ceci, à votre avis, est-ce que cela ne devrait pas donner lieu à des restrictions, je ne veux pas dire une interdiction, mais au moins des restrictions de toutes ces technologies qui mènent ou qui ont comme résultat des enfants déracinés, perdus? Oui. Darf ich vielleicht nur einen Satz hinterher schieben? Also ich kenne eine ganze Reihe auch jüdische Psychoanalytiker, die sagen, dass die soziale Identität, also der Sozialisationsprozess, diese Lücke durchaus wegmachen könnte. Commentaire additionnel, complémentaire à la question. Elle a vu qu'il y avait des experts juifs qui disent, malgré tout, que ce manque d'identité de racine peut être compensé par une forte identité sociale. Voilà, maintenant à vous. Oui. J'ai eu il y a quelques années un débat avec le professeur René Friedman qui a mis au monde le premier bébé éprouvette en 1980. J'ai eu avec lui un débat à la synagogue de Lille. Et lorsque je l'ai interpellé moi-même sur ce qu'il faisait et quelquefois des naissances qui n'étaient pas selon l'éthique médicale, il m'a répondu: nous sommes des prestataires de services, des exécutants techniques. Lorsqu'on nous dit qu'il y a souffrance, ben, on y va. Autrement dit, leur seule éthique, c'est la souffrance d'autrui. Il n'y a pas d'éthique de l'intérêt de l'enfant, l'intérêt ultime, pas l'intérêt immédiat. C'est comme si les enfants étaient des médicaments qui soulageaient la souffrance de leurs parents. Ça, c'est grave.
faut assurer un avenir à son enfant pour qu'il soit équilibré, qu'il ne soit pas désorienté, qu'il ait un ancrage, des repères. Et ça, malheureusement, plus la technique aujourd'hui propose des choses, tout ce que la technique peut, l'homme le veut, sans réfléchir sur la solution du problème de fond existentiel. Also hat zu dem Thema mit René Friedman, dem Forscher, der das 1980 das erste Retortenbaby gelungen ist, in der Synagoge von Lille diskutiert und hat zur Antwort bekommen von diesem René Friedman: Ethik, wir sind Dienstleister. Wenn man uns sagt, hier wird gelitten, dann werden wir tätig. Unsere Aufgabe ist es, Leiden zu mindern. Worauf er dann gesagt hat, denn so kann er das nicht akzeptieren, weil selbst wenn ich das Leiden der Eltern mindere, ich erzeuge neues Leiden möglicherweise bei dem Kind. Wer ist der Anwalt des Kindes? Wer stellt die Fragen für das Kind? Man versucht den Eltern gefällig zu sein, aber tut man dem Kind einen Gefallen? Das Kind wird in solchen Fällen wie In-vitro-Fertilisation, Retortenbaby etc., wird das Kind objektiviert. Es ist ein medizinisches Ding wie ein Medikament, was man gibt. Ja? Es ist, du bist traurig, hier ist eine Pille. Du hast Schmerzen, hier ist eine Pille. Du hast Reproduktionsprobleme, hier ist ein Retortenbaby. Ja? Also das ist der Sinn seiner Antwort dagegen gewesen. Ich habe es jetzt im Eigenwort ein bisschen ausgeschmückt, Entschuldigung. Manchmal gehen mir die Pferde ein bisschen durch. Und ihm wäre es wichtig, dass man auch den Eltern, die irgendeinen Wunsch haben an die Medizin, dass man sie erst und viel stärker sensibilisiert für das, was das an Auswirkungen auf das künftige Kind haben wird. Wobei ich ergänzen würde, dass man auch natürliche Eltern vielleicht mehr sensibilisieren sollte. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Une dernière remarque, parce que j'ai conclu que voilà, il faut, avant de faire quoi que ce soit en mode artificiel, il faudrait davantage sensibiliser les parents pour les intérêts de leurs futurs enfants. Et là, elle a dit que ça ne s'applique pas seulement pour les inséminations artificielles, mais ça s'appliquerait normalement à tous les parents qu'il faudrait les responsabiliser davantage pour leurs enfants. Merci. Mais l'insémination artificielle... Wir wollten einen Schluss machen. Ja. L'insémination artificielle et les mères porteuses, c'est permis du point de vue de la religion de l'orthodoxie. C'est permis. L'insémination artificielle et les mères porteuses, ça veut dire... C'est permis du point de vue de la religion. Ich denke, das ist, also ich übersetze mal die Frage, Irina fragt, okay, was ist jetzt eigentlich im Judentum mit Leihmutterschaft und mit In-vitro-Fertilisation? Ich vermute mal, die Antwort ist ein anderer dreistündiger Vortrag. Ich hoffe, wir kriegen eine kurze Ja, ich habe die Frage das erlaubt. Alors, vous avez compris sa question, j'ai juste traduit la question et j'ai osé ajouter que normalement ça donne lieu à une conférence d'un minimum de 3 heures, mais qu'on va chercher à donner une réponse compacte. Oui, alors Moshe, il a une application, on met le code barre et on nous dit si c'est permis ou pas permis. Pour l'alimentation cachère. Vous passez cette question dans le code barre, et ben vous dites si c'est permis. Je ne suis pas ici pour dire oui, permis ou pas permis. Je suis là pour vous faire réfléchir, vous n'avez pas encore compris. Vous voyagez ensemble demain. Vous avez tout le temps de parler. Ich übersetze erstmal nochmal die Antwort, die gegeben hat. Er hat zugestimmt, dass es darauf keine kurze, schnelle Antwort gibt. Sonst wäre es wie die Applikation, die Moshe auf seinem Handy hat, ja, für die koscheren Produkte. Du scannst den Barcode und es sagt dir sofort, ist es koscher, ist nicht koscher. Ja. Hier für diese Frage gibt es kein einfaches Ja oder Nein. Und er sagt, er ist auch nicht hier, um Antworten zu geben. Er ist hier, um euch zum Nachdenken zu bringen. Et vous
pouvez ajouter que Irina a un livre qui s'appelle Bioéthique et demande sociétale, que j'ai écrit, et il y a 10 chapitres sur la question des procréations artificielles. Und möchte noch dazu ergänzend anmerken, dass ein Buch zu dem Thema geschrieben hat, was Irina übrigens besitzt, und wo ungefähr 10 Kapitel genau diese Fragen behandeln, und er empfiehlt es ihr zu lesen. Alors effectivement, si vous voulez, dans 3 mois, on peut se donner rendez-vous pour cette grande question. Irina va vous proposer le programme et la date. Also er sagt, wenn der Wunsch besteht, kommt er gerne in 3 Monaten wieder und veranstaltet einen separaten Abend zu diesem Thema. Et je vous remercie pour votre attention. Und nochmals vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.